Le monde semble s'être arrêté sur une nuance de rouge carmin. Une couleur qui, au premier abord, évoque la passion, la tendresse et ce battement de cœur désordonné que l'on nomme l'amour. Partout autour de vous, les vitrines scintillent, les rubans de soie s'entrelacent et les promesses s'échangent dans un murmure standardisé. Mais avez-vous déjà ressenti, au plus profond de votre être, cette dissonance glaciale ? Avez-vous déjà perçu, derrière l'odeur sucrée des chocolats et le parfum entêtant des roses coupées, une effluve plus ancienne, plus métallique, plus organique ? On nous a vendu une idylle, un conte de fées moderne, né de la plume de poètes courtois et de l'opportunisme de marchands de cartes de vœux. On nous raconte l'histoire d'un prêtre courageux défiant un empereur romain pour marier des amants dans le secret des catacombes. C'est une belle histoire, n'est-ce pas ? Une histoire qui rassure, qui donne un sens à nos élans romantiques. Mais la vérité, celle que le temps a tenté d'étouffer sous des siècles de dogmes et de marketing, est bien plus sombre, bien plus viscérale et infiniment plus troublante que n'importe quelle légende ecclésiastique. Ce que vous célébrez aujourd'hui n'est pas le triomphe de l'affection sur la tyrannie, mais le vestige d'un chaos primordial, un rituel de sang et de fertilité où l'homme et la bête ne faisaient qu'un. Imaginez une Rome antique, bien avant les dorures des palais, une Rome sauvage, battue par les vents d'hiver, où les loups hurlaient aux portes de la cité. C'est là, dans l'obscurité d'une grotte humide, que tout a commencé. Ce que nous appelons aujourd'hui la Saint-Valentin n'est que le masque poli d'une célébration brutale nommée les Lupercales, un nom qui fait frissonner ceux qui savent lire entre les lignes de l'histoire. Pourquoi ce besoin soudain de recouvrir cette date d'un voile de sainteté ? Pourquoi l'Église a-t-elle dû inventer de toutes pièces un martyr pour remplacer des sacrifices rituels ? Il y a une mélancolie profonde à réaliser que nos gestes les plus tendres sont en réalité les échos de cris oubliés dans la nuit des temps. On vous cache la véritable nature du lien qui unit le sacrifice à la séduction. On vous cache que, pour que la vie renaisse au printemps, les anciens croyaient fermement qu'il fallait verser le sang en plein mois de février. Et, alors que vous vous préparez à plonger avec moi dans les méandres de ce passé interdit, ressentez-vous ce poids sur vos épaules ? Cette impression que, même en 2026, nous ne sommes que les jouets d'égrégores que nous ne comprenons plus ? Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Votre présence ici n'est pas un hasard. Vous faites partie de ceux qui cherchent la fissure dans le décor, ceux qui ne se contentent pas de la surface brillante des choses. Ce soir, nous n'allons pas seulement parler d'histoire, nous allons déterrer ce qui a été enterré vivant. Nous allons explorer comment une fête de la purification et du fouet est devenue la fête des amoureux. Nous allons voir comment le sang des chèvres sacrifiées sur le Palatin s'est transformé par une alchimie sociale complexe en ce nectar de rose que l'on vous sert aujourd'hui. L'émotion que vous ressentez maintenant, ce mélange de curiosité et d'appréhension, c'est la porte qui s'ouvre sur les Lupercales. Ce n'est pas une fête joyeuse, c'est une nécessité biologique et spirituelle qui confinait à la folie collective. Une époque où l'on courait nu dans les rues, frappant les passants avec des lanières de peau de bête pour garantir la fertilité. Est-ce là l'origine de votre dîner aux chandelles ? Est-ce là le secret que les autorités religieuses ont tenté de gommer pendant plus de 1000 ans ? Pour comprendre ce qu'il nous cache, il faut accepter de quitter la lumière rassurante du présent pour s'enfoncer dans les entrailles de la terre, là où les échos des grottes sacrées résonnent encore. Nous sommes à la mi-février, dans la Rome antique, une période que les anciens appelaient Febroa, le mois de la purification. Mais ne vous y trompez pas, la purification de l'époque n'avait rien de la douceur d'un bain de vapeur ou d'une méditation silencieuse. C'était une affaire de chair, de cris et de fluides vitaux. Imaginez une procession d'hommes, les Luperques, des prêtres loups à moitié nus, la peau encore luisante de sueur et de graisse, émergeant de la grotte du Lupercal au pied du mont Palatin. Cette grotte, selon la légende, était l'endroit même où la louve avait allaité Romulus et Rémus, les fondateurs de la cité.
Mais ce qui s'y passait chaque 15 février dépassait largement le cadre de la simple commémoration historique. Le rituel commençait par un sacrifice. Pas un sacrifice symbolique, pas une offrande de fleurs ou de blé, mais le sacrifice de boucs et d'un chien. Pourquoi ces animaux ? Le bouc représentait la libido débordante, la fertilité brute, animale, celle qui ne connaît pas de barrière. Le chien, lui, était le gardien, celui qui protège, mais qui doit aussi être apaisé. Visualisez la scène. L'air est saturé d'une odeur de fer et de laine mouillée. Les prêtres luperques, dans un état de transe frisant la démence, marquaient le front des jeunes nobles présents avec le couteau encore fumant du sang des victimes. Puis, dans un geste qui nous semble aujourd'hui d'une cruauté insupportable, mais qui était alors perçu comme une bénédiction divine, ils essuyaient ce sang avec de la laine imbibée de lait. C'était le passage de la mort à la vie, de la violence à la subsistance. Mais le moment le plus troublant, celui qui a été méticuleusement effacé des livres d'histoire pour enfants, arrivait juste après. Les luperques découpaient la peau des boucs sacrifiés en fines lanières, qu'ils appelaient des fébrois, d'où le nom de notre mois de février. Armés de ces lanières de peau sanglante, ils se lançaient dans une course effrénée à travers les rues de Rome. Et là, le paradoxe éclate. Les femmes de la ville ne fuyaient pas ces hommes déchaînés. Au contraire, elles se pressaient sur leur passage, tendant les mains, exposant leur dos ou leur ventre pour être frappées par ces lanières de chair. On croyait, avec une ferveur que nous avons oubliée, que ce contact violent garantissait la fertilité, facilitait l'accouchement et purifiait l'âme de toute souillure. C'est ici que le lien avec la Saint-Valentin commence à se dessiner de manière spectrale. Imaginez la scène, une foule en liesse, une excitation collective où le sang des bêtes sert de pont entre les dieux et les hommes. On appelait cela le jour de la purification, mais c'était surtout le jour de l'appariement. Car après la course, une sorte de loterie géante était organisée. Les noms des jeunes filles étaient inscrits sur des tablettes et jetés dans des jarres. Les jeunes hommes tiraient alors un nom au sort, et le couple ainsi formé devait rester ensemble pour toute la durée des festivités, et souvent pour l'année entière. C'était un système de jumelage forcé, une roulette russe sentimentale dictée par le hasard et les instincts les plus primaires. On commence à voir la supercherie, n'est-ce pas ? Cette loterie de l'amour, ce besoin de coupler les individus au sortir de l'hiver, n'avait rien de romantique. C'était une nécessité démographique et mystique. L'amour, tel que nous le concevons, avec ses poèmes et ses regards langoureux, n'était qu'un vernis que l'on n'avait pas encore pris la peine d'appliquer. Ce que l'on célébrait, c'était la survie de l'espèce par le sang et le hasard. Et pourtant, quand vous regardez les cartes de vœux aujourd'hui, quand vous voyez ces petits chérubins ailés, demandez-vous, que sont devenus les luperques ? Sont-ils vraiment partis ou ont-ils simplement changé de costume ? Pourquoi nous cache-t-on cette origine ? Parce qu'elle est trop sauvage, parce qu'elle rappelle que l'être humain, sous ses airs civilisés, répond à des cycles qu'il ne contrôle pas. L'Église catholique, des siècles plus tard, se retrouvera face à un problème majeur. Comment éradiquer une tradition si ancrée dans la chair du peuple, cette fête si viscérale qu'aucune interdiction ne semblait fonctionner ? La solution ne fut pas de supprimer, mais de transformer, de recouvrir le sang du bouc par le sang d'un martyr. C'est là que le personnage de Valentin entre en scène, non pas comme un héros de l'amour, mais comme un pion sur l'échiquier de la conversion des masses. Mais avant d'en arriver à Valentin, nous faut comprendre l'ambiance de cette Rome qui bascule, une Rome où le sacré et le profane se mélangeaient dans une danse macabre. Les Lupercales n'étaient pas une exception, elles étaient le cœur battant d'une société qui comprenait que pour obtenir quelque chose de la nature, il fallait lui donner une part de soi-même. Est-ce que cette idée vous terrifie ? L'idée que nos célébrations les plus douces soient nées dans la terreur et le sacrifice ? Restez bien attentifs, car dans la partie suivante, nous allons voir comment cette fête brutale a été nettoyée par les autorités de l'époque et comment ils ont choisi un homme mort pour porter le fardeau de nos désirs. Le basculement vers la chrétienté n'a pas été une libération, mais une opération de camouflage historique sans précédent. C'est ici, au tournant du 5e siècle de notre ère, que le voile commence réellement à s'épaissir. Imaginez une Rome en pleine mutation, une cité qui vacille entre ses vieux démons païens et la nouvelle rigueur d'une église chrétienne en pleine ascension. Nous sommes en l'an 496. Le pape Gélase Ier fait face à un problème qui l'obsède, les Lupercales. Malgré les siècles de christianisation officielle, le peuple romain refuse d'abandonner sa fête sauvage.
Les sénateurs eux-mêmes, pourtant baptisés, continuent de courir dans les rues ou d'encourager ces rituels de fertilité qu'ils jugent indispensables à la survie de la cité. Pour Gélase, cette persistance du festin des loups est une insulte directe à l'autorité du Vatican. C'est une tache de sang païen sur la robe blanche de la chrétienté. Mais Gélase est un fin politique. Il sait qu'on ne supprime pas une émotion collective par un simple décret. Il faut la remplacer. Il faut offrir au peuple un miroir déformant, une image plus propre, plus acceptable, mais qui conserve la même date, la même charge énergétique. C'est ainsi qu'il décide d'interdire les Lupercales pour instaurer à la place la fête de la purification de la Vierge. Mais surtout, il va exhumer de l'obscurité des archives ecclésiastiques une figure qui servira de paratonnerre, Valentin. Mais qui était vraiment ce Valentin ? C'est ici que le mensonge devient fascinant. Car en réalité, il n'y a pas un seul Valentin, mais au moins 3 personnages distincts, tous martyrs, tous exécutés un 14 février sous le règne de l'empereur Claude II le Gothique. Il y avait le prêtre de Rome, l'évêque de Terni et un autre martyr anonyme en Afrique. L'Église, dans un élan de simplification quasi cynique, a fusionné ces identités pour créer une figure mythique, un saint patron capable de rivaliser avec la puissance évocatrice des Luperques. On vous raconte souvent la légende dorée, Valentin, ce prêtre rebelle qui mariait les soldats en secret alors que l'empereur l'avait interdit, car les hommes mariés feraient de moins bons guerriers. C'est une histoire magnifique pour une publicité de bijoux, n'est-ce pas ? Mais quand on gratte la surface, on s'aperçoit que cette version n'est apparue que des siècles plus tard sous la plume de poètes médiévaux. À l'époque de Gélase, Valentin n'était qu'un nom associé à la mort et à la dévotion totale à Dieu, rien de plus. On a pris un cadavre pour en faire une icône de l'amour, alors qu'en réalité, le vrai Valentin n'avait probablement aucune opinion sur les affaires de cœur des mortels. Son seul crime était sa foi, pas son romantisme. Pourquoi ce choix ? Pourquoi Valentin ? Parce qu'il fallait un symbole de sacrifice qui puisse répondre au sacrifice des animaux des Luperques. On a remplacé le sang du bouc par le sang du martyr. On a substitué la purification par la peau de bête par la purification par la prière. C'était une opération de rebranding avant l'heure. On a gardé la date, on a gardé l'idée de l'union, mais on a transformé l'instinct animal en vertu chrétienne. Mais posez-vous la question, peut-on vraiment effacer des millénaires de rituels viscéraux avec une simple prière ? Le peuple n'a pas été dupe immédiatement. Pendant des siècles, la Saint-Valentin est restée une fête un peu floue, un entre-deux étrange où les gens ne savaient plus trop s'ils célébraient un saint décapité ou s'ils cherchaient toujours à s'accoupler par tirage au sort. C'est là que réside le véritable secret. L'Église n'a jamais vraiment réussi à tuer l'esprit des Luperques. Elle l'a juste forcé à porter un masque. Et ce masque, c'est ce que nous portons encore aujourd'hui. Imaginez la frustration de ces premiers prêtres chrétiens, voyant que malgré leurs sermons, les jeunes gens continuaient d'utiliser le 14 février pour des jeux de séduction qui n'avaient rien de très catholique. Ils ont dû alors aller plus loin, en inventant des miracles posthumes à Valentin, comme celui où il aurait guéri la fille aveugle de son geôlier et lui aurait laissé un mot signé « Ton Valentin ». Encore une fois, une invention tardive pour adoucir une réalité beaucoup plus brute, celle d'un homme qui a fini sous le glaive d'un bourreau dans une Rome indifférente. Ce que il vous cache, c'est que la Saint-Valentin est née d'une défaite de l'Église face à la pulsion de vie. C'est le résultat d'un compromis historique entre la morale et le désir. On a voulu domestiquer le loup, mais on a seulement réussi à l'habiller en berger. En acceptant cette version édulcorée, nous participons tous, sans le savoir, à la perpétuation d'un mensonge qui visait à contrôler les masses en détournant leurs instincts les plus profonds vers des figures d'autorité religieuse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car si le pape Gélase a posé la première pierre de ce camouflage, il faudra attendre le Moyen-Âge pour que la Saint-Valentin prenne son envol définitif grâce à une étrange coïncidence naturelle et à l'imagination débordante de poètes qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de déclencher. Le sang allait bientôt se transformer en encre et les lanières de peau en vers de poésie. Mais l'ombre de la grotte du Lupercal, elle ne s'est jamais dissipée. Elle attendait son heure pour ressurgir sous une autre forme. Si vous pensiez que le pape Gélas avait réussi à lui seul à créer la Saint-Valentin que nous connaissons, détrompez-vous.
Pendant près de 1000 ans après son décret, le 14 février est resté une date fantôme, un simple nom sur un calendrier liturgique que personne ne célébrait vraiment avec des fleurs ou des mots doux. Le sang des Lupercales s'était tari, mais le vide qu'il laissait n'avait pas encore été comblé par le sucre. Il a fallu attendre le XIVe siècle, une époque de châteaux forts, de peste noire et de chevalerie mourante, pour qu'un homme, un poète, ne change la face du monde par un simple malentendu, ou peut-être par une géniale manipulation littéraire. Cet homme, c'est Geoffrey Chaucer, l'auteur des célèbres contes de Canterbury. Imaginez cet écrivain, proche de la cour d'Angleterre, cherchant à plaire à l'aristocratie avec des récits de courtoisie et d'amour idéal. Dans son poème « Le Parlement des oiseaux », il écrit une phrase qui va sceller notre destin à tous. Car c'était le jour de la Saint-Valentin, quand chaque oiseau vient ici pour choisir son partenaire. C'est une image charmante, n'est-ce pas? L'idée que la nature elle-même, au milieu de février, se réveille pour célébrer l'union des êtres. Mais il y a un problème majeur, un secret que les historiens du climat et de la littérature connaissent bien, mais que l'on ne vous dit jamais. En Angleterre, au XIVe siècle, le 14 février, il neige. Les oiseaux ne s'accouplent pas à la mi-février sous la grisaille londonienne. Ils attendent le printemps, le vrai, celui de mai. Alors pourquoi Chaucer a-t-il écrit cela? Certains pensent qu'il parlait d'un autre Saint-Valentin, fêté en mai en Italie. D'autres murmurent qu'il a sciemment inventé cette tradition pour donner une caution naturelle à l'amour courtois, cette invention médiévale qui consistait à idéaliser la femme pour mieux la mettre en cage dans des codes sociaux rigides. Ce que il vous cache derrière la poésie de Chaucer, c'est que la Saint-Valentin romantique est une construction purement artificielle. Ce n'est pas le cycle des saisons qui a dicté ce choix, c'est le besoin de la noblesse de s'inventer un monde de rêve pour échapper à la brutalité de la réalité médiévale. À partir de ce poème, une traînée de poudre s'est propagée dans toutes les cours d'Europe. On a commencé à s'envoyer des valentins, des petites lettres calligraphiées, non plus pour invoquer la fertilité des Lupercales, mais pour prouver son appartenance à une élite raffinée. C'est là que le piège se referme. On passe d'un rite collectif, où tout le monde participait à la survie de la tribu par le sang, à un jeu individuel et exclusif, où l'on doit prouver sa valeur par l'esprit et la plume. L'amour devient une performance. On ne frappe plus les femmes avec des lanières de cuir de bouc, on les bombarde de rimes complexes et de promesses éternelles, qui ne durent souvent que le temps d'un bal. On a troqué la sauvagerie pour l'hypocrisie. Et pourtant, même dans cette élégance feinte, l'ombre du passé subsiste. Avez-vous remarqué comment dans les premières cartes de Valentin médiévales, les thèmes de la captivité reviennent sans cesse? On parle de prisonniers de l'amour, de cœurs enchaînés. Les lanières de peau de bouc des Lupercales se sont transformées en chaînes dorées de l'amour courtois. La violence n'a pas disparu, elle s'est intériorisée. On ne saigne plus sur le front, on saigne dans son cœur, dans une mise en scène mélancolique que la société commence à valoriser. Pourquoi cette évolution est-elle cruciale pour comprendre ce qu'il nous cache aujourd'hui? Parce que c'est à ce moment précis que l'on a déconnecté l'amour de la réalité biologique pour en faire un produit culturel de luxe. L'amour est devenu une monnaie d'échange sociale. Si vous saviez écrire un beau poème, vous étiez quelqu'un. Si vous pouviez offrir un parchemin à Lombiné le 14 février, vous montriez votre richesse. On prépare déjà le terrain pour l'étape suivante, l'industrialisation du sentiment. Le 14 février est devenu le jour où il faut prouver. Et cette pression de la preuve, cette nécessité de matérialiser l'invisible par un objet ou un écrit, est l'héritière directe de ces poètes médiévaux qui ont détourné un jour de martyr pour en faire un jour de marketing aristocratique. On a créé un besoin là où il n'y avait qu'un cycle naturel. Imaginez la transition. D'un côté, une grotte sombre et des prêtres loups hurlants, de l'autre, des salons feutrés où l'on s'échange des billets doux sur du papier coûteux. Lequel de ces deux mondes est le plus honnête? Lequel cache le plus de secrets? Dans la partie suivante, nous allons voir comment cette tradition raffinée a traversé l'Atlantique pour rencontrer le monstre qui allait la transformer à jamais, le capitalisme industriel. Car si les poètes ont inventé la forme, ce sont les marchands qui ont injecté le venin qui coule dans nos veines chaque 14 février.
Nous allons découvrir comment une simple carte de vœux est devenue une arme de manipulation de masse. Nous voici au XIXe siècle, une époque de fer, de vapeur et de charbon. La révolution industrielle bat son plein, et avec elle, une nouvelle forme de prédation apparaît. Si les prêtres romains cherchèrent à apaiser les dieux et les poètes médiévaux à séduire leurs dames, les nouveaux maîtres du monde, les industriels, ont compris une vérité bien plus cynique. L'émotion humaine est la matière première la plus rentable qui soit. Ce qu'ils vous cachent sur la Saint-Valentin moderne, c'est qu'elle n'est pas née d'un élan de générosité, mais d'une optimisation de la production de masse. Imaginez les imprimeries de Londres ou de New York dans les années 1840. Le papier devient moins cher, les systèmes postaux se modernisent avec l'invention du timbre à 1 sou, le penny post. Soudain, envoyer un message n'est plus un luxe réservé à l'aristocratie de Chaucer. C'est à ce moment précis qu'une femme, Esther Howland, souvent surnommée la mère de la Saint-Valentin américaine, transforme une tradition artisanale en un empire industriel. Elle commence à importer de la dentelle fine, des fleurs en papier et des illustrations lithographiées pour créer des cartes standardisées. Mais ne vous laissez pas tromper par l'image de la jeune femme créative dans son atelier. Ce qui se met en place, c'est une véritable usine à désir. Pour la première fois de l'histoire, on dit aux gens « si vous n'achetez pas cet objet, votre amour n'a pas de valeur ». On a monétisé l'invisible. La Saint-Valentin est devenue la première fête purement commerciale de l'ère moderne, bien avant que Noël ne soit détourné par Coca-Cola. On a créé une pression sociale invisible, mais étouffante. Le 14 février est devenu le jour de l'examen de passage sentimental. Si vous ne recevez pas de carte, si vous n'en envoyez pas, vous êtes un paria social, un être dépourvu de charme ou de moyens. Et c'est ici que le récit devient sombre, d'une manière que vous n'imaginez pas. Saviez-vous qu'au XIXe siècle, il existait une version noire de la Saint-Valentin que l'histoire officielle a tenté d'effacer? On les appelait les Vinegar Valentines, les Valentins au vinaigre. C'étaient des cartes d'insultes, anonymes, illustrées de caricatures grotesques que l'on envoyait à ceux que l'on détestait, à des prétendants éconduits ou à des voisins jugés trop curieux. L'industrie ne vendait pas seulement de l'amour, elle vendait aussi de la haine, du mépris et du harcèlement, tant que le timbre était payé. Pourquoi est-ce important? Parce que cela prouve que le 14 février n'a jamais été une question de Saint-Valentin, c'était une question de flux. Flux de papier, flux d'argent, flux de venin ou de miel. On a transformé un rite de passage vital pour la tribu en une transaction transactionnelle froide, cachée sous des couches de dentelle et de satin. Les industriels ont compris que pour faire consommer, il fallait jouer sur l'insécurité. Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'il va m'offrir quelque chose? Cette angoisse, c'est le moteur de l'économie du 14 février. Regardez bien les cartes de l'époque victorienne. Elles sont saturées de symboles occultes que nous ne savons plus lire. Des nœuds d'amour qui ressemblent étrangement à des lassos, des cœurs percés de flèches qui rappellent le sacrifice des Lupercales, des chérubins aux yeux étranges qui semblent vous surveiller. On a pris l'imagerie religieuse et païenne pour en faire un emballage cadeau. Ce que il vous cache, c'est que la Saint-Valentin est le prototype de la manipulation psychologique de masse. On vous force à prouver votre affection à une date fixe, choisie par des papes et exploitée par des marchands, sous peine de faillite émotionnelle. Pensez à la quantité de ressources extraites de la Terre, à la quantité d'énergie dépensée pour produire ces tonnes de papier et de plastique qui finiront à la poubelle le 15 février au matin. C'est un sacrifice moderne, mais contrairement à celui des Romains, il n'apporte aucune purification. Il n'apporte qu'un vide passager, comblé par un achat. Nous sommes devenus les Luperques du centre commercial, courant non plus après la fertilité, mais après la validation sociale par l'obéret. Comment en est-on arrivé là? Comment la figure d'un martyr décapité a-t-elle pu finir sur une boîte de chocolat fabriquée à l'autre bout du monde? C'est le résultat d'une lente érosion de la spiritualité au profit de la matérialité. On a vidé la fête de son sang pour la remplir de sirop de glucose. Mais le plus troublant reste à venir.
car si l'industrie a pris le contrôle de la forme, des forces bien plus mystérieuses ont continué d'agir dans l'ombre. Des coïncidences sanglantes, des événements tragiques qui semblent indiquer que le 14 février possède une aura magnétique que même le capitalisme ne peut totalement domestiquer. Dans la partie suivante, nous allons quitter les usines de cartes pour entrer dans le domaine du crime et de la tragédie. Nous allons voir comment, au XXe siècle, le sang est réapparu de la manière la plus brutale qui soit, un 14 février, comme si les anciens dieux réclamaient leur dû après des siècles de parodies commerciales. Préparez-vous, car nous allons parler de l'ombre qui plane sur Chicago et du retour fracassant de la violence sous le règne de la Saint-Valentin. Alors que le monde pensait avoir définitivement enterré la sauvagerie des Lupercales sous des tonnes de dentelles et de chocolat, l'histoire a soudainement repris ses droits de la manière la plus brutale qui soit. Nous sommes le 14 février 1929. Chicago est plongée dans un hiver glacial, une ville étouffée par la prohibition où l'alcool coule autant que les ambitions de pouvoir. C'est ce jour-là, sous le ciel gris de l'Illinois, que s'est déroulé ce que l'on appelle encore aujourd'hui le massacre de la Saint-Valentin. 7 hommes, membres du gang de Bugs Moran, sont alignés contre le mur de briques d'un garage du North Side. En face d'eux, des hommes en uniforme de police, qui s'avéreront être des tueurs à la solde d'Al Capone, ouvrent le feu. 70 balles de mitrailleuse Thompson déchirent le silence de cette matinée censée célébrer l'amour. Le sang rouge carmin s'écoule sur le sol bétonné, se mélangeant à la neige fondue. Pour le grand public, ce fut un choc, mais pour ceux qui savent lire les signes, ce fut un retour aux sources. Pourquoi cet événement a-t-il marqué l'inconscient collectif à ce point? Parce qu'il a brisé l'illusion. En choisissant précisément cette date pour éliminer ses rivaux, Al Capone n'a pas seulement commis un crime, il a involontairement réactivé l'archétype du sacrifice qui définit cette période de l'année. Ce que il vous cache, c'est que le 14 février possède une vibration particulière, une tension entre la vie et la mort qui semble attirer la violence. Ce garage de Chicago est devenu, l'espace d'un instant, la nouvelle grotte du Lupercal, où le sang humain a remplacé celui des boucs pour marquer le territoire d'un nouveau type de loup, le gangster. Mais le massacre de Chicago n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si vous étudiez les archives criminelles mondiales, vous verrez que le 14 février est une date étrangement fertile pour les crimes passionnels, les ruptures sanglantes et les gestes de désespoir. Pourquoi ? Parce que la pression psychologique que nous avons évoquée plus tôt, cette obligation de bonheur, cette mise en scène de l'attachement, devient un poison pour ceux qui se sentent exclus du festin. La Saint-Valentin agit comme une loupe grossissante sur la solitude et la haine. Regardez comment les médias traitent cette date. On alterne entre les reportages sirupeux sur les demandes en mariage et les faits divers les plus sombres. On vous présente cela comme un contraste, alors que c'est en réalité la même pièce. L'amour idolâtré et la violence déchaînée sont les deux faces d'un même égrégore que nous nourrissons chaque année. En niant l'origine brutale de la fête, nous ne l'avons pas supprimée, nous l'avons simplement rendue incontrôlable. Il y a une forme de cynisme absolu dans la manière dont notre société a intégré ce massacre dans la culture populaire. Aujourd'hui, on en fait des films, des attractions touristiques, presque des produits dérivés. On a réussi à transformer un carnage en un élément de folklore, comme on a transformé la décapitation de Saint-Valentin en une boîte de chocolat. C'est la grande force du système, absorber l'horreur pour la recracher sous forme de divertissement. Mais l'énergie, elle, reste. Est-ce une coïncidence si tant de tragédies modernes semblent s'agglutiner autour de cette date? Ou est-ce que le calendrier lui-même, chargé par des siècles de rituels et de sang, impose sa propre volonté? Ce que l'on vous cache, c'est que le temps n'est pas linéaire, il est cyclique. Chaque 14 février, nous réouvrons une plaie ancienne. Les fleurs que vous offrez sont des offrandes pour apaiser une bête que nous ne voulons plus voir en face. Imaginez la puissance de ce symbole, un mur de briques rouges maculé de sang dans une ville nommée Chicago, le jour même où des millions de personnes se jurent fidélité. C'est le rappel brutal que sous la civilisation la plus avancée, sous les gratte-ciels et les lois, les pulsions primordiales de territoire, de possession et de mort sont toujours là. Al Capone était-il le dernier des Luperques, un prêtre loup moderne sacrifiant ses rivaux pour assurer son règne?
La question peut paraître folle, mais si l'on regarde l'histoire avec un peu de recul, la frontière entre le crime organisé et le rituel ancien devient étrangement poreuse. Mais ne croyez pas que cette ombre ne concerne que les criminels du siècle dernier. Aujourd'hui, cette ombre a pris une nouvelle forme, plus insidieuse, plus technologique. Elle s'est glissée dans nos algorithmes, dans nos écrans, transformant notre quête d'amour en une quête de données. Dans la partie suivante, nous allons voir comment la Saint-Valentin est devenue l'outil ultime de la surveillance et de la manipulation numérique. Nous allons découvrir comment vos émotions les plus intimes sont récoltées, analysées et vendues, faisant de vous non plus des amants, mais des produits dans un marché mondial de la solitude organisée. Si vous pensiez que le sang des Lupercales ou les mitrailleuses d'Al Capone étaient les formes les plus extrêmes de contrôle liées à cette date, vous vous trompiez lourdement. Ce que il vous cache en cette année 2026, c'est que la Saint-Valentin est devenue le sommet annuel d'une exploitation psychologique sans précédent. Nous ne sommes plus dans une grotte, ni dans un garage de Chicago, mais dans un immense serveur froid où chaque like, chaque swipe et chaque commande de bouquet de fleurs est une donnée précieuse qui sert à cartographier votre solitude. Avez-vous remarqué comment, dès que le mois de février approche, vos écrans se mettent à pulser d'une manière différente ? Les algorithmes des réseaux sociaux et des applications de rencontres ne cherchent pas à vous faire trouver l'amour, ils cherchent à maintenir l'attention. Le 14 février est le jour où le taux de conversion de la détresse émotionnelle est le plus élevé. Les géants de la tech savent que la pression sociale de cette date crée un sentiment d'urgence. Pour ceux qui sont seuls, c'est le moment où le vide devient insupportable. Pour ceux qui sont en couple, c'est le moment où la peur de ne pas être à la hauteur du standard commercial est à son comble. On vous vend la connectivité, mais on vous offre la surveillance. Chaque message privé que vous envoyez pour déclarer votre flamme, chaque recherche pour le cadeau idéal, alimente une intelligence artificielle qui en apprend plus sur vos vulnérabilités que vous n'en saurez jamais sur vous-même. La Saint-Valentin est devenue le cheval de Troie de la manipulation prédictive. On sait ce que vous allez acheter, on sait quand vous allez rompre, et on sait comment vous vendre le réconfort dont vous aurez besoin après. Le sang des anciens rituels a été remplacé par le flux de données. Une substance tout aussi vitale pour les nouveaux empires que le sang des boucs l'était pour Rome. Mais il y a un secret encore plus troublant. Les applications de rencontres qui voient leur pic d'activité exploser autour du 14 février utilisent des mécanismes de récompense dopaminergiques calqués sur ceux des machines à sous. On vous a transformé en chasseur-cueilleur de validation numérique. Le rituel de l'appariement, autrefois dicté par le hasard d'une jarre aux Lupercales, est aujourd'hui dicté par des calculs mathématiques opaques qui privilégient le profit sur la compatibilité réelle. Ils ne veulent pas que vous trouviez l'élu, ils veulent que vous continuiez à chercher, car un utilisateur satisfait est un client perdu. C'est une forme d'alchimie moderne. On prend votre besoin viscéral d'appartenance, ce même besoin qui poussait les Romains à se ruer vers les lanières de peau de bête, et on le distille pour en extraire de la valeur boursière. La Saint-Valentin est le moment où le masque de la technologie tombe pour révéler sa fonction première, le contrôle des comportements. On vous suggère quoi dire, quoi offrir, et même comment vous sentir. Sommes-nous encore des êtres doués de libre arbitre le 14 février ou sommes-nous simplement des nœuds dans un réseau qui réagissent à des stimuli programmés ? Regardez la manière dont les émotions sont maintenant standardisées. Les émojis cœurs, les messages pré-rédigés par des IA génératives, les listes de cadeaux personnalisés par des bots. Nous sommes en train de déléguer notre intimité à des machines. Ce que l'on vous cache est l'érosion lente de la sincérité. Si tout le monde offre la même chose au même moment sous l'impulsion de la même notification, que reste-t-il de l'individu ? Le 14 février est devenu la fête de l'uniformité émotionnelle. Et pourtant, au milieu de cette froideur binaire, une angoisse persiste. Pourquoi, malgré toutes ces connexions, le sentiment d'isolement n'a-t-il jamais été aussi fort ? Parce que la technologie ne peut pas remplacer le sacré, elle ne peut que le simuler. En évacuant le mystère, la douleur et la sauvagerie originelle de la fête pour en faire une transaction fluide, ils ont créé un simulacre d'amour qui ne nourrit personne. Nous sommes des fantômes dans la machine, cherchant désespérément un reflet de nous-mêmes dans des écrans qui ne font que nous scanner. Nous y voilà.
Nous avons traversé les grottes humides des Lupercales, où le sang des boucs servait de pont entre l'homme et la nature sauvage. Nous avons vu l'Église catholique tenter de draper cette brutalité dans la robe de bure d'un martyr inventé. Nous avons observé les poètes médiévaux transformer le climat en romance et les industriels victoriens transformer le sentiment en marchandise. Nous avons même vu le sang ressurgir dans les rues de Chicago et vos émotions être aspirées par les serveurs froids de la Silicon Valley. Alors, que nous cache-t-il réellement derrière cette fête ? Pourquoi tant d'efforts depuis 2000 ans pour détourner, transformer et monétiser cette date précise du 14 février ? La réponse est plus simple et plus terrifiante que n'importe quelle théorie du complot. Il vous cache votre propre puissance. La Saint-Valentin n'est pas une fête de l'amour, c'est une opération de domestication de la pulsion de vie. En canalisant votre besoin de connexion, de fertilité et d'appartenance vers des rituels prémâchés, qu'il s'agisse de sacrifices antiques ou de clics numériques, ceux qui détiennent le pouvoir s'assurent que votre énergie ne se retourne jamais contre eux. L'amour, dans sa forme brute, est une force révolutionnaire. C'est un chaos qui brise les hiérarchies, qui ignore les frontières et qui se moque des algorithmes. En le transformant en une obligation calendaire, en un produit de consommation ou en une statistique de rencontre, ils ont réussi à transformer un incendie en une petite bougie décorative, inoffensive et rentable. Ce que vous ressentez chaque année au milieu de février, ce n'est pas l'esprit de la Saint-Valentin, c'est le cri de votre nature profonde qui reconnaît le cycle de la Terre. C'est la fin de l'hiver, le moment où la sève commence à bouillir sous l'écorce, où la vie refuse de mourir. Les anciens le savaient et le célébraient par le sang, car ils respectaient la violence de la Renaissance. Nous le célébrons par le sucre, parce que nous avons peur de notre propre intensité. Regardez le monde aujourd'hui, en ce 14 février 2026. On veut vous faire croire que vous êtes incomplet si vous n'avez pas de partenaire, ou que votre amour n'existe pas s'il n'est pas documenté par une photo ou un achat. C'est le mensonge ultime. Le secret, c'est que le lien qui vous unit aux autres et au monde n'a pas besoin de la permission d'un saint, d'un pape, d'un diamantaire ou d'un algorithme. En révélant ces origines sombres, mon but n'était pas de détruire votre envie d'aimer, mais de vous libérer de la mise en scène. Comprendre que la Saint-Valentin est née dans le sang et la manipulation, c'est s'autoriser à reprendre possession de ses sentiments. Vous n'êtes pas obligé de participer à ce théâtre d'ombre. Vous pouvez choisir de vivre votre propre rituel, loin des caméras et des centres commerciaux. Vous pouvez choisir de voir en l'autre non pas un trophée social ou un partenaire de loterie, mais un compagnon de survie dans un monde qui cherche à nous isoler. L'égrégore de la Saint-Valentin se nourrit de votre insécurité. Il meurt dès que vous commencez à vous accepter tel que vous êtes, seul ou accompagné, sauvage ou civilisé. La prochaine fois que vous verrez un cœur rouge, ne pensez plus à une carte postale. Pensez à l'organe qui bat dans votre poitrine, ce muscle puissant qui, comme les loups de la Rome antique, refuse d'être mis en cage. Le secret qu'il cache, c'est que l'amour ne s'achète pas, ne se décrète pas et ne se programme pas. Il est le dernier territoire sauvage que personne n'a encore réussi à totalement cartographier. Nous arrivons à la fin de ce récit. J'espère que désormais, le 14 février n'aura plus la même saveur pour vous, que derrière le parfum des fleurs, vous saurez déceler l'odeur de la terre et de l'histoire. Restez souverain de vos cœurs, restez lucide face aux masques que l'on vous présente, car la vérité, aussi sombre soit-elle, est la seule chose qui puisse réellement nous rendre libres de nos attachements. Merci d'avoir suivi cette longue descente dans les racines de notre culture. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez eu le courage de regarder l'ombre en face. N'oubliez pas que l'histoire s'écrit chaque jour par vos choix et non par ceux que l'on tente de vous imposer.